Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs de UCAD-FM 94.7. Nous recevons ce matin Armelle Mabon, historienne, dans le cadre des activités de commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, parce qu'il faut bien l'appeler maintenant massacre, puisque ça a été consacré politiquement. Bonjour Armelle Mabon. Bonjour à vous et merci pour cette invitation. Alors, la première question, vous venez de publier un livre chez Le Passager clandestin qui donne une idée et des informations sur un peu l'état de vos recherches sur le massacre de Thiaroye. Une première question, qu'est-ce qui vous, en tant qu'historienne, vous a poussé, quel a été peut-être le déclic, l'élément qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet-là, parce que vous y consacrez articles, émissions, documents depuis une dizaine d'années ou un peu plus. Je crois que c'est un petit peu plus. Voilà. En fait, moi, j'avais jamais prévu de rester autant de temps sur un sujet de recherche. C'est au fur et à mesure que j'ai compris que que je serais dans un combat, ce que je n'avais pas prévu au départ, mais la recherche peut être liée à un combat, et le combat peut être lié à une recherche aussi. Je veux dire, c'est pas... Moi, c'est très tôt, dès 2002, que j'ai compris qu'il me manquait des éléments, et ces éléments manquants, déjà, m'ont fait douter de la véracité du récit officiel. Donc, c'est le premier article que j'ai publié dans Homme et Migration, où je m'étonnais juste que je ne trouvais pas les circulaires officielles sur les droits de ces ex-prisonniers de guerre qui rentraient au Sénégal. Voilà, ça a été ma première interrogation. Et après, j'ai fait donc toute cette recherche sur les prisonniers de guerre indigènes, c'est-à-dire pas seulement les tirailleurs sénégalais, mais aussi les Nord-Africains, les Malgaches, les Indo-Chinois. Et forcément, à la toute fin, je me suis j'ai buté à nouveau sur cette sortie de guerre problématique. Donc en 2010, quand j'ai publié mon ouvrage, j'avais tout un chapitre sur Thiaroye, mais avec les éléments que j'avais et avec des erreurs, vraiment des erreurs, parce que souvent, les historiens, moi, j'interroge les sources, mais au point de départ, quand même, je ne pouvais pas imaginer que toutes les archives que je regardais sur Thiaroye étaient la plupart des archives falsifiées, ou du moins c'était des rapports écrits sur ordre par des officiers. Oui, jusqu'en 2010, jamais je n'imaginais pas ce genre de configuration en regardant ces archives. J'ai fait une narration en 2010, telle que... c'est pas que je me posais pas de questions, mais je n'avais pas forcément compris l'ampleur de la supercherie mémorielle à ce moment-là. Qu'est-ce qui explique cela? Le fait qu'on bute sur mur en disant on n'a pas les informations qu'on recherche. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, si je me ramène à ce moment-là, je crois qu'on est incapable de se poser les questions parce qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de nous poser les bonnes questions, en fait. Pas encore. Voilà. Et l'élément déclencheur, c'est 2012. C'est quand le président Hollande, pour son premier discours en terre africaine, a évoqué Thiaroye. Et en fait, et c'est Mamadou Diouf, justement, qui est l'actuel président du comité sur la commémoration du 80e anniversaire, qui lui avait suggéré de parler de Thiaroye, un peu pour faire le pendant avec le discours de Sarkozy. Et donc, en 2012, quand j'ai entendu ce président de la République parler de Thiaroye, il parlait de 35 morts, de répression sanglante déjà. Donc là, j'ai dit, il y a quelque chose autour de Thiaroye. J'ai senti qu'il fallait... Donc là, j'ai repris intégralement la recherche, de A à Z.
C'est-à-dire que j'ai repris, j'ai revu toutes les archives du service historique de la Défense, je suis retourné à Aix-en-Provence, et là je me suis dit il fallait que j'aille plus loin, donc j'ai regardé les archives du procès. Et puis après je me suis dit mais le bateau, le navire, c'est là que je vais peut-être avoir des informations que je n'ai pas. Donc j'étais chercher les archives à Londres du navire le Circassia, les archives diplomatiques, et puis j'ai essayé de retrouver. Là moi j'ai interrogé aussi Jean-Yves Le Drian en tant que ministre de la Défense, puisqu'il est lorientais, je suis lorientaise, nous nous connaissons. Et effectivement, il m'a aidé, Jean-Yves Le Drian. Il a actionné ses services et grâce à lui, il y a un archiviste qui a trouvé une circulaire qui m'a fait comprendre que j'étais en face d'un mensonge d'État. C'est là que ça a commencé. Et donc, après, et puis lui aussi, il m'a permis d'avoir accès à 6 dossiers de victimes que je n'aurais jamais pu trouver par moi-même parce que je n'avais pas les noms. Donc en fait, c'est les services qui avaient, ils ont peut-être un logiciel par date de mort ou je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pu accéder à 5 dossiers plus un autre nom qui émergeait aussi. Et donc, à partir de là, quand j'ai compris que j'avais affaire à un mensonge d'État, d'abord par cette circulaire que j'ai retrouvée du 4 décembre 1944, qui fait croire que ces hommes avaient perçu l'intégralité des soldes. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, parce qu'en fait, c'était pour rendre leur réclamation illégitime. Et puis de deux, c'est quand j'ai compris qu'ils avaient donc... ils avaient diminué le nombre de rapatriés. Parce qu'en fait, moi, avec les calculs que j'ai, ils étaient donc exactement 2000 ou 1950 ou 2000 à devoir embarquer à Morlaix. Mais il y en a 315 qui ont refusé d'embarquer à Morlaix parce qu'ils n'avaient pas perçu leur solde. Et donc, il restait donc 1600 à 1700. Et tous les chiffres qu'on trouve dans les archives, c'est entre 1200 et 1300. Voilà, c'est 1200, 1280, 1300 à avoir débarqué à Dakar. Donc, pour moi, il manquait des données. Et j'ai compris, moi, que j'avais été, jusqu'en 2013, exactement, j'ai été, piégée par une archive qu'on trouve aux Archives nationales du Sénégal, qui dit que 400 ont refusé d'embarquer à l'escale de Casablanca. Ce qui n'est pas exact. Ce qui est archi faux. Moi, j'ai cru ça, parce que pendant longtemps, je dis, oui, c'était donc 1900, moins 300, moins 400 égale à peu près 1300, donc c'était bon. Sauf que quand j'étais dans les archives de la justice militaire, je tombe sur des rapports qu'on trouve nulle part ailleurs que dans ce dépôt de la justice militaire, dont un qui dit « Tout s'est très bien passé à la caserne de Médiouda », puis un autre qui a dit « Ah oui, à la caserne, on a eu un petit problème avec les couvertures ». Ce qui fait que ces 400 de Casablanca, ça a été mentionné juste pour diminuer le nombre de rapatriés, pour camoufler le nombre de victimes. C'est pour ça que moi, je suis dans cet ordre, cette fourchette de 300 à 400 victimes, et non 35 officiellement. D'ailleurs, Samuel Haussmann avait donné le chiffre de 380 morts dans une interview qu'il avait donnée suite à la sortie de son film. Voilà, donc je dirais donc ça s'est fait par étapes. Mais en 2014, en tout cas, avant que François Hollande revienne à Dakar pour le 70e anniversaire, là, je me suis dit que j'avais assez de billes, assez d'arguments, assez de force pour faire une alerte en disant, voilà, j'ai prévenu François Hollande, Monsieur Le Drian et Madame Taubira que il n'y a jamais eu de rébellion armée ni de mutinerie. 2, des hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. 3, ils ont été spoliés de l'ensemble des soldes et de la prime de démobilisation, et que voilà, je les ai informés. J'ai été reçu par le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian en septembre 2014, donc avant la cérémonie de novembre, c'est le 30 novembre en fait que François Hollande a fait son discours. Et j'étais très optimiste parce que ce conseiller mémoire a dit oui, en effet, c'est un massacre. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2014. Ouais. Le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qui dit oui, c'est un massacre. 2, les hommes ne sont pas enterrés, les victimes ne sont pas enterrées dans les tombes. Et 3, après le discours de François Hollande, on pourra effectivement envisager le procès en révision. Donc pour innocenter les condamnés. Donc j'étais très optimiste
Surtout que j'ai été reçue aussi par le ministère de la Justice dans la foulée, pour justement le procès en révision. Et depuis, il ne s'est rien passé? Depuis, il s'est passé des choses, mais complètement... Pas dans le sens... non, c'est-à-dire que quand il y a eu le discours de François Hollande, donc le 30 novembre... je l'attendais avec impatience, imaginez. Donc je pensais avoir été entendue. J'ai été surprise parce que sauf le fait, il a reconnu que ces hommes n'avaient pas perçu leur dû. Ça, c'était une grande avancée. C'est la reconnaissance de la spoliation. Mais après, c'est, vous voyez, des genres de phrases. Ces hommes se sont regroupés pour crier leur indignation, alors qu'ils ont été regroupés sur ordre des officiers. C'est pas du tout la même chose. Voilà, donc non, c'était pas à la hauteur. Et puis il a parlé de répression sanglante et pas de massacre. Donc c'était pas du tout à la hauteur de moi, en tout cas de ce que j'attendais par rapport à la réalité des faits que je leur avais exprimé quand même, que j'avais démontré. Et puis il y a eu surtout cette exposition avec 3 panneaux sur Thiaroye. Alors là, je me suis dit, c'est là que j'ai compris que j'étais en face de la réitération d'un mensonge d'État. Et ça, il faut voir ces 3 panneaux. Enfin, je les ai disséqués. C'est en fait, on saura rien de plus. Enfin, à la fin, c'est dans les conséquences. On pourra jamais savoir combien il y a eu de victimes. En gros, c'est ça. Il faut croire que les historiens sont d'accord pour dire 70 morts. Non, jamais on a dit qu'il y avait 70 morts. Enfin, on a juste dit que tiens, c'est bizarre. Il y a un rapport qui dit 35 morts et le même rapport c'est 70 morts. Et puis c'est surtout la présentation. C'est marqué qu'ils ont séquestré un général. Donc ça fait au-delà de ce qu'on voit dans les rapports, même mensongers, ils ont été au-delà. Séquestration d'un général. Ça, ils ont repris en fait le film de Samuel Ousmane qui est de la fiction, et en même temps tout en critiquant le film de Samuel Ousmane par un autre côté. Donc, et puis ils ont vraiment... Il y a des personnes, donc j'ai compris en 2014 que des personnes au ministère voulaient absolument maintenir le narratif officiel. Et voilà. Et entre 2002, vous avez commencé, 2010, 2012, les choses ont évolué et que vous êtes aujourd'hui en position de dire qu'on est en face d'une supercherie, d'un mensonge d'État. C'est même le sous-titre de votre livre, Histoire d'un mensonge d'État. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, à l'état actuel de vos recherches, qu'est-ce qui reste pour que l'on brise ce mur du mensonge d'État? C'est qu'en fait, moi, il me manque des archives. Déjà, il me manque les archives les plus sensibles. Donc, il me manque la liste des rapatriés parce que il y avait un appel quotidien entre le 21 novembre et le 1er décembre. Donc, forcément, il y a une liste de rapatriés. Ça se fait et puis il faut un contrôle des déserteurs. Donc, il y a bien des ce sont des documents qui existent. J'imagine aussi que la liste des victimes. Au moins, s'ils n'ont pas fait... peut-être que c'était difficile de faire une liste des victimes si, effectivement, les automitrailleuses, ça faisait c'est une boucherie, quoi. Mais bon, ils ont quand même pu, entre ceux qui partaient, qui ont pu partir chez eux, ceux qui ont été mis en prison, et les listes des rapatriés, forcément qu'on peut avoir une liste des victimes. Ce n'est pas possible autrement. Donc, ils ont tous les éléments. Et puis le calcul des soldes, le calcul des primes d'indemnisation, et même je ne trouve pas le calcul du pécule, alors que on trouve tout ça aux archives nationales, mais pas ceux de l'AOF, comme par hasard. Comme par hasard. Donc moi, il me manque tous ces éléments avec la cartographie des fosses communes. Et je ne peux pas croire que ces archives n'existent plus. Elles ont existé, qu'on me dise qu'elles ont été détruites ou qu'elles ont été perdues. Alors perdues, je n'y crois pas. Est-ce qu'elles ont été détruites? J'ai un mal fou à imaginer que quelqu'un a pu les détruire. En tout cas, si elles ont été détruites, c'était récemment, au moment de la dissolution des forces françaises au Sénégal. Puisque là, il a bien fallu transporter tout ce qui restait dans la caserne Bel-Air, etc., dont ces archives qui n'ont jamais été versées au service historique de la Défense. Donc les archives étaient là, ou sont là?
À mon avis, elles étaient à la caserne Bel-Air, parce que il y a eu des gens qui ont dit ah oui, il y a un paquet d'archives qui sont restées à la caserne Bel-Air, celles les plus sensibles qu'il fallait pas faire transiter en France en tout cas. Elles étaient bien protégées à la caserne Bel-Air. Enfin, moi c'est ce que je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces archives, si elles étaient restées à la caserne Bel-Air jusqu'en 2010-2011, elles ont transité, enfin elles sont parties en métropole. Via certainement l'ambassade de France. Du moins, c'est des informations que j'ai eues, qu'il y a eu des archives qui ont transité par l'ambassade de France avant rapatriement, certainement, donc à Paris, mais pas au service historique de la Défense. Ces archives, à mon avis, elles sont dans une annexe du ministère des Armées, et parce qu'elles sont considérées comme vivantes, elles ne sont pas définitives. Et c'est pour ça que des personnes qui sont interrogées, par exemple pour la mention mort pour la France, ou pour quand Biram Sangor veut enlever la mention de déserteur sur le dossier de son père, ou que, quand il y a des personnes qui arrivent à puiser dans ces documents pour dire ah bah oui, ils sont pas morts pour la France. Ah bah non, il n'était pas déserteur, Mbab Sangor. Et puis donc c'est bien des éléments qui prouvent que le ministère des Armées va chercher ces informations, et alors que nous, historiens, citoyens ordinaires, nous ne pouvons pas accéder à ces documents et à ces archives. Alors, il y a quelques jours, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dit avoir reçu un message du président Macron reconnaissant que l'enchaînement des faits a conduit à un massacre. Avant de revenir sur ce que ça implique au plan politique ou comme incidence sur la recherche pour les historiens et pour tous ceux qui s'y intéressent, on est dans le cadre des commémorations. Comment avez-vous vécu ces commémorations depuis 3-4 jours à Dakar et à Thiaroye? C'est vrai que j'étais impressionnée parce que ça s'est fait très rapidement donc moi j'étais impressionnée par la grandiloquence, ce côté solennel des présidents africains, mais pas fort. Justement, il n'y a pas les présidents maliens, burkinabés, guinéens, je ne sais plus, parce que c'est des pays concernés. Voilà, donc il y avait pas beaucoup de représentants. Il y avait peut-être des délégations quand même, mais donc j'ai trouvé ça. J'étais un peu déphasée par l'ampleur de cette commémoration et l'ampleur des difficultés à venir aussi. Voilà. Et puis peut-être l'ampleur du travail mené jusqu'à présent. C'est comme si tout était disproportionné, quoi. Voilà. Mais j'attendais beaucoup, moi, de ce que pouvait dire le gouvernement français, quand même. Qui était représenté par le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais quand même, il y a une chose que j'aurais voulu voir pour cette commémoration, et j'avais suggéré ça, c'était qu'on puisse donner pas la Légion d'honneur, mais l'ordre du Lion à Biram Sangor, le seul descendant d'une victime que j'ai retrouvée. Parce que s'il s'était pas battu dans les années 70, on n'en serait pas là aujourd'hui à faire cette commémoration. Donc peut-être qu'un jour il aura un hommage vraiment, mais aussi pour les descendants des condamnés qui se battent, comme Yves Abibou qui va reprendre le flambeau pour faire innocenter son père. Et puis il y a tous ces descendants de rescapés qui se battent aussi pour récupérer les sommes qui sont restées dans les caisses de l'État français au final, et pour les restituer. Mais c'est vrai que je dois dire que le discours du président sénégalais m'a réconforté. Dans quel sens? Je trouvais qu'il avait prononcé les mots, c'était pas belliqueux, c'était de la raison. C'était comme si c'était tout à fait normal d'avoir ce genre de revendication, de transparence, de vérité. Alors il y a quelque chose qui m'a surpris, parce que je sais que ça ne fait pas consensus, mais moi je trouve que c'était très habile de sa part, notamment lorsqu'il a dit qu'il allait demander l'aide de la France pour l'exhumation des corps. Et je sais que c'est
beaucoup de gens que j'ai rencontrés depuis ces quelques jours à Dakar, le grand discours, c'est maintenant c'est à nous, tout est à nous, c'est à nous de faire, c'est à nous d'écrire l'histoire, c'est à nous, on s'en fout de ce qui a été fait avant. Allez, on jette les travaux des historiens français s'il le faut, on va se réapproprier nous-mêmes toute cette histoire. Et notamment, il y en a qui pensent que c'est qu'au Sénégal de s'occuper de l'exhumation des corps, des fouilles des fosses communes, etc. Alors que, comme lui, il l'a dit, d'abord, avant même son discours solennel dans une interview à France 2, que la manifestation de toute la vérité demande une collaboration avec l'État français. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette notion de collaboration. Parce que moi, je sens souvent que, en tant qu'historienne, parce que je suis l'historienne de l'ancienne colonie française, il faudrait... on va pas forcément prendre en compte ces travaux. C'est à nous maintenant de tout refaire. Sur la véracité des faits, ok, mais prenez en compte les travaux des historiens. Il y a Martin Moore, et puis moi, essentiellement, je ne vais pas citer d'autres historiens comme Fargetas, mais pour ne pas aller sur ce terrain, parce que sinon, on va faire 80 ans d'arrière, à peu près. Mais, donc voilà, il faut, je crois c'est ce que j'ai trouvé d'apaisant dans le discours de votre président sénégalais, c'est on peut marcher ensemble, on peut faire les choses ensemble. Et là, c'est vrai que demander l'aide de la France pour exhumer les corps, ça, j'ai trouvé ça très, très, très habile. La France, maintenant, de toute façon, la France a accordé la mention mort pour la France à 6 de ces hommes massacrés, dont Mbap Sangor. Mais la France, dans ces cas-là, si on regarde bien les textes, elle est obligée de procéder à l'exhumation des corps. Et Mbap Sangor, il y a un descendant, l'État français doit offrir une sépulture individuelle à Mbap Sangor si son fils le veut, s'il souhaite avoir une sépulture individuelle pour son père. Donc ça veut dire que la France doit faire les recherches ADN pour retrouver le corps de son père et de lui offrir une sépulture. C'est marqué dans les textes. Donc je pense effectivement que la France, soit elle demande l'accord au Sénégal pour procéder à ce devoir moral qu'elle a, soit l'État sénégalais demande l'aide de la France, ou il y a aussi des ONG argentines qui sont spécialistes, mais je trouve que ça serait normal que la France regarde bien, fouille cette terre où elle a où elle a laissé des hommes dans des fosses communes. Je pense que symboliquement, la France doit faire quelque chose. Et pendant 80 ans, on vous a menti quand même, quoi. Armel Mabon, le président Diomaye Faye a aussi parlé d'une coopération avec ces autres pays africains. Dans ce cadre-là, on parlait tout à l'heure de la mention du fait que d'autres pays dont les tirailleurs venaient n'étaient pas représentés à hauteur des chefs d'État, mais il a parlé d'une coopération interafricaine sur le sujet. Quels peuvent être les atouts de ces pays-là dans cette recherche de la vérité? Peut-être mettre une pression sur la France ou d'une manière diplomatique, on va dire, ne serait-ce que cela. Parce que quand j'avais rencontré le Premier ministre Ousmane Sonko au mois d'août, quand il y a eu la mise en place de ce comité, je lui avais dit... ce qui est important, outre l'exhumation des corps, c'est vraiment obtenir toutes les archives. Et j'ai dit, mais ça, tous les pays concernés vous devez être ensemble pour réclamer ces archives. Il faut faire pression sur la France. Moi, je ne peux plus. J'ai beau saisir le Conseil d'État, si l'administration dit on n'a pas, le Conseil d'État ne fera rien d'autre. Mais par exemple, là, je suis pour la 3e fois au Conseil d'État pour les archives dont on sait qu'elles existent. Ça s'appelle les archives du DIC, du dépôt des isolés coloniaux de Dakar, où il y avait tous ces éléments que nous attendons. Tout. Donc, et moi, j'ai demandé à notre avocat, Maître Pinatel, si l'État sénégalais ne pouvait pas être en intervention volontaire derrière moi, ça aura du poids et ça aura du sens, puisqu'ils veulent les archives, que moi je suis au Conseil d'État en tant qu'historienne pour avoir ces archives, et je pense que ce serait intéressant que le Sénégal, et peut-être les autres pays concernés, viendraient tous en intervention volontaire devant le Conseil d'État pour réclamer ces archives.
Et là, voilà, c'est parce qu'il faut ces archives. Il faut, c'est extrêmement important. Et là aussi, il a parlé dans les mesures qu'il a annoncées. Il a parlé d'un mémorial à Thiaroye, d'un centre de recherche et de documentation. Oui. Ce serait important de les avoir pour justement mettre ces archives. S'il y a un endroit de documentation avec toujours ces zones d'ombre, toujours ces trous, il va bien falloir les combler. Bon, je ne sais pas. Ou alors, il faut que l'État français dise désolé, on les a détruites. Et puis, bon, là, après, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'y crois pas. Je ne peux pas croire. Ces documents ont une telle valeur historique que je ne peux pas croire que quelqu'un a osé les détruire. Je ne peux pas croire. Mais bon, alors c'est pour ça que je trouve important cette commission d'enquête parlementaire en France, qui va certainement, qui, je crois, va aboutir parce qu'il manquait que quelques signatures de députés, mais c'était bien parti. Et moi, je crois à cette commission d'enquête parlementaire parce qu'il y a des personnes qui doivent parler sous serment, des technocrates du ministère de la Défense à l'époque, qui est devenu le ministère des Armées. Et voilà, parce qu'on me dit, par rapport à des personnes bien ciblées que je ne citerai pas ici, qu'il sait tout, mais il ne dira rien. Donc, devant une commission d'enquête parlementaire, s'il sait tout, il doit dire, sous serment. Et qui nous disent vraiment ce qu'il sait, parce que je pense qu'il y en a qui ont vu ces archives. Armel Mabon avec nous ici dans le studio du CAD FM 94.7. On a déjà commencé à aborder l'après. Mais à partir maintenant de ces commémorations, qu'est-ce que cela, avec peut-être les zones d'ombre qu'on pourrait éclairer, la vérité qui serait là, les archives, l'étape qui viendrait après, c'est peut-être des hypothèses, mais l'étape qui viendrait après cela, un apaisement dans les relations, une décolonisation achevée, qu'est-ce que cela ouvre, cela donne comme perspective? Alors, je pense que à partir du moment où il y aura par exemple le procès en révision. Si ce procès en révision aboutit, de toute façon, il n'y aura pas d'apaisement tant qu'il n'y a pas ce genre d'acte et que les magistrats seront... Les magistrats, il faut qu'ils se décolonisent aussi leur pensée parce que faut pas qu'ils suivent toujours l'administration. Donc, je pense que c'est important. L'aboutissement du procès en révision, ça va déjà apaiser les cicatrices encore béantes. Enfin, je pense qu'on va cicatriser, quoi. Je pense qu'on va cicatriser. Mais je veux dire, les plaies sont quand même assez vives encore. Donc, moi, je pense beaucoup à la jeunesse. C'est elle qui va peut-être réussir à prendre cette histoire. Mais en fait, elle est horrible, cette histoire. Elle restera horrible. Et c'est cette jeunesse qui est au pouvoir. Le président est jeune, le c'est premier ministre. Et du coup, il dépoussière un petit peu tout ça. Ouais. Et moi, je vois des artistes comme Aïcha Euzet, comme Matador, comme tant d'autres, Cher, j'ai oublié son nom. C'est eux qui vont transmettre ce flambeau, certainement, et de dire, bon, voilà, maintenant, on sait, il faut dire qu'on sache, mais une fois qu'on saura, on pourra, les morts de Thiaroye pourront enfin mourir vraiment. Et donc, ce sera une autre écriture, ça sera un autre respect. Tout sera différent. Je pense que tout sera différent. Moi, je pourrais arrêter de me battre. Déjà, ça sera très de vous engager sur d'autres pistes. Oui, mais j'attends ça avec impatience. Mais c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères ne m'a pas laissé beaucoup d'espoir. Mais je pense que vos jeunes gouvernants vont réussir à renverser ce pouvoir de vérité. Ils vont réussir à le faire. Je suis certain, parce que la France ne peut pas continuer comme ça dans une cécité complètement. Un déni total. Non, là, je pense qu'ils vont se faire ridiculiser, quoi. Et elle-même, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, mais qui était aussi la voix du président français, de l'État français, que c'est la France elle-même qui a intérêt à ça, que c'est une réconciliation avec
nous-mêmes. Oui, Donc, oui. Mais ça demande que des actes soient posés. Voilà. Il faut un courage politique. Et puis il parlait d'introspection, le ministre des Affaires étrangères, pas qu'il fasse une réelle introspection, et puis qu'il aille voir dans ses services, vers qui se tourner pour comprendre pourquoi il y a eu cette réitération du mensonge d'État en 2014. Biram Sangor a 86 ans, il a perdu beaucoup de temps. Et c'est bien gentil, on saisit la justice administrative, TA, Cour d'appel, Conseil d'État, maintenant il est à la CEDH. Imaginez qu'en septembre 2024, la CEDH a proposé une résolution à l'amiable pour Biram Sangor qui a été rejetée par l'État. Mais ça n'a aucun sens. Comment accepter ça? Mais la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, c'est elle qui a initié un processus pour un règlement à l'amiable, rejeté par l'État français en septembre 2024. Même pas à peine 2 mois avant cette grande commémoration. Mais qu'est-ce qui explique ça, ce déni, ce manque de courage à enfin reconnaître exactement ce qui s'est passé, les faits dans leur totalité? Moi, je pense qu'actuellement, c'est des personnes qui veulent protéger, par exemple, le corps des officiers saint-cyriens, puisqu'on sait que ce sont les officiers saint-cyriens qui étaient à la manœuvre. Et peut-être, d'ailleurs, moi, je dis quelquefois que c'est une hypothèse de ma part, c'est qu'il y en a un, peut-être, qui a fait un excès de zèle, et c'est lui qui a ordonné l'opération de tir bien avant le 1er décembre. Donc, c'est possible que... Et je pense qu'il y a ça. Donc, au ministère des Armées, il y a des gens... qui préfèrent, qui pensent que c'est pour le salut de l'armée française, il faut continuer à cacher les faits. L'honneur de l'armée française. Mais l'honneur de l'armée française, moi, mon plus grand soutien, ça a été le général Bach, qui m'a dit, mais pour l'honneur de l'armée, justement, il faut dire les choses, il faut arrêter de faire... Parce que là, ça devient une, je sais pas moi, une pantomime, mais complètement déplacée, quoi. Comme on l'a fait, quelque part, toute proportion gardée, comme on l'a fait pour le capitaine Dreyfus. Alors, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, et justement, avec le procès en révision, j'ai vu qu'il n'y avait pas de militaires graciés ou amnistiés et réhabilités via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Imaginez le symbole pour des combattants noirs. Ça serait incroyable. Et en fait, il a suffi que quelqu'un du ministère dise « Ok, on sait, voilà, il est innocent de tout ». Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Pareil, il faut que quelqu'un du ministère dise on sait maintenant, donc voilà, on vous dit, on fait la transparence, c'est pas beau ce qui s'est passé, mais passons à autre chose. Ouais. Mais on ne passera jamais à autre chose tant qu'il n'y aura pas cet acte posé, politique, voire technocratique. Voilà. Florian Bobin est avec nous, historien. Je ne sais pas s'il a 1 ou 2 questions dans ce sens-là sur les perspectives ou même sur d'autres questions qu'on a évoquées avant ça. Alors, je reviens de la technique, mais non, en fait, peut-être un simple commentaire sur le fait que le massacre de Thiaroye déjà inaugure toute une vaste séquence de massacres coloniaux, 45, Sétif El Makhelata, etc. Et préfigure aussi d'une certaine manière la violence d'État post-indépendance. Donc peut-être une question sur certes la mémoire de Thiaroye aujourd'hui, mais en fait comment Thiaroye, puisque le titre de votre ouvrage c'est Histoire d'un mensonge d'État, mais c'est aussi l'histoire d'une mémoire populaire qui a été maintenue pendant toutes ces années-là. Peut-être quelques mots sur la façon dont Thiaroye est devenu ce symbole-là et a cheminé dans l'histoire comme une sorte de marque originelle, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que Thiaroye est devenu comme ça, mais c'est tout récent. Je veux dire, et justement, moi je pense que l'État français retarde aussi la consécration, de la reconnaissance du massacre et du mensonge d'État, aussi certainement par rapport aux autres massacres. Voilà, mais c'est tout récent que Thiaroye est vu maintenant comme une espèce de quelque chose d'originel qui va pouvoir, si on arrive à lever ce mensonge d'État, bah oui, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont Madagascar. Tout est rempli de mensonges d'État. Hein. Madagascar, Sétif, Guelma, etc. Donc c'est pour ça peut-être que l'État français retient encore. C'est un peu l'épée de Damoclès mais
il faut faire attention aussi que Thiaroye ne devienne pas trop le symbole de toutes tout ce qui s'est passé dans les colonies, quoi. Parce que c'est une histoire particulière. Ça ne ressemble en rien à Madagascar, même s'il y avait des prisonniers de guerre indigènes. Le retour des prisonniers de guerre indigènes a eu des conséquences sur les massacres à Madagascar. Mais c'est quand même, ce ne sont pas les mêmes histoires. Donc, que ce soit l'Indochine, que ce soit... ça serait dommage de mettre Thiaroye comme un étendard. C'est parce que chaque histoire est quand même un peu particulière. Voilà, et je sais bien que ça... Peut-être que oui, il y a une retenue justement par rapport à toutes les exactions qui ont été commises après. Ça, mais il faut laisser les histoires dans leur singularité, il me semble. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, avec quel... on va peut-être finir avec cette question. Avec quel sentiment, quel espoir vous allez retourner en France aux recherches, continuer après tout ce qui s'est passé cette semaine de la part de... Pas grand-chose, mais de l'État français, massacre, de ce que vous avez vécu ici, dans les discussions, dans le colloque. Avec quel sentiment vous allez repartir? Il va falloir que je digère un petit peu. D'abord, que je digère, une fois de plus, la déception de ce qui vient de mon pays, des autorités politiques. Là, franchement, je m'attendais à autre chose. J'ai écrit plusieurs fois à Emmanuel Macron. Je lui ai fait des suggestions très précises, que le garde des Sceaux saisisse la Cour de cassation pour le procès en révision. Enfin, évidemment, après le rejet de l'État français pour Biram Sangor, là, que dire. Mais après, en même temps, je suis un peu surprise de voir comme si tout le monde s'était déjà approprié l'histoire de Thiaroye, comme si tout le monde connaissait, tout le monde s'était... Alors que c'est pas vrai. Au Sénégal, tout le monde s'était pas approprié cette histoire-là. Donc, il y a tout et je pense qu'effectivement, lorsque ça sera intégré dans les livrets scolaires, là, ça sera un grand pas. Et puis... je crois que les documentaires qui ont déjà été réalisés doivent circuler, celui de François-Xavier Destor et Marie, voilà, enfin, sa compagne, celui de Diaka Ndiaye qu'on a vu tout récemment, ils doivent circuler. Je pense que c'est... En fait, après, Thiaroye, il faut que ça devienne une histoire expurgée et normale, quelque part. Qui soit intégré dans le récit. Dans le récit, et que, voilà, c'est... Et puis, il y a tous les artistes qui vont nous aider pour ça. Il y aura d'autres écritures. Enfin, bon, moi, je signale juste que je ne peux pas quitter Thiaroye. Je sais très bien que je n'arriverai jamais à quitter les hommes de Thiaroye. C'est pas possible, ils m'ont habité pendant toutes ces années. Et donc, j'ai le projet, avec ma fille, qui est dans le cinéma, de faire un scénario d'une série... Voilà, mais un thriller politique qui commencerait par l'assassinat d'une historienne qui dérange, vous voyez. Donc, évidemment, je peux pas quitter Thiaroye comme ça. Je voudrais quitter, bon, voilà, je quitte ce combat. Il va se terminer un jour. C'est vrai que quand je vais revenir en France, je réattaque le combat. On va avec les avocats. On a beaucoup de procédures en cours. Mais moi, je veux passer à la fiction. Je veux revenir comme Samen Ousmane. Et puis, quelquefois, la fiction aussi me paraît importante pour diffuser la suite, quoi. Merci beaucoup, Armelle Mabon. Merci. Nous recevions donc Armelle Mabon, historienne, dans le cadre des commémorations. Je voudrais juste dire une chose. Il y a un livre qui va sortir, qui va compléter mes travaux. C'est celui d'Yves Monteil c'est vraiment par rapport à des photographies, sur ce travail de recherche aussi. Ah d'accord, c'est une belle. On a deux annonces là, série et puis livre. Donc Armelle Mabon, merci. Armelle Mabon, historienne, qui vient de faire paraître chez Le Passager clandestin le massacre de Thiaroye, 1er décembre, histoire d'un mensonge d'État, avec une préface de Boubacar Boris Diop et une postface de Diallo Diop, qui sont connus pour être des personnalités liées aux questions mémorielles
On vous a reçu dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. UCAD FM 94.7. Merci de nous avoir suivis.